Bonsoir et bienvenue dans votre journal du mardi 30 juin. Voici les titres de ce soir. La ministre déléguée de la mer et de la pêche à l'écoute des professionnels de la pêche hauturière ce matin. Des organisations régionales de régulation de la pêche risquent d'imposer dès l'année prochaine la baisse des quotas de thon pour la Polynésie française. Ils ont demandé le soutien de l'État à la ministre et justement, Catherine Chabot est l'invitée de ce journal. Les tensions entre le maire de Toumara et la nouvelle majorité s'accentuent. Le conseil municipal de ce jour n'a pas pu se tenir faute de quorum. La division au sein du conseil municipal se fait également ressentir auprès des administrés. L'église protestante Maori organise depuis dimanche à Mataya un séminaire sur les essais nucléaires français dans le Pacifique et sa conséquence. Cet événement se clôture jeudi, date anniversaire du premier tir nucléaire à Moruroa en 1966. Et ultime étape de la visite au Fénois de la ministre Catherine Chabot, le port de pêche de Pape-Été. Les professionnels s'inquiètent de la baisse probable des quotas de pêche décidés par des organisations régionales. Ils demandent le soutien de l'État. Le reportage d'Esther Cuneo. Visite d'un palangrier, puis de l'atelier de découpe. Un circuit incontournable pour chaque ministre. Et à chaque fois, une fierté pour la Polynésie et son modèle de pêche éco-responsable. L'occasion pour les marailleurs de sensibiliser la ministre déléguée à la mer sur les objectifs et les contraintes du secteur, dont la mise en place de nouvelles zones de protection renforcées. Une rencontre d'1 heure avec tous les acteurs du port autour d'un petit déjeuner mettant à l'honneur le thon, cette ressource stratégique. Et elle nous a rassuré sur le fait que l'État va nous accompagner sur les connaissances des impacts de ces aires marines protégées, mais nous ce qu'on regrette, justement, c'est la mise en place de nouvelles aires marines protégées cette année, alors qu'on en avait déjà mis l'année dernière et qu'on aurait pu mesurer les impacts des premières avant d'en rajouter d'autres. Au-delà des aires marines protégées, la ministre était également attendue sur la gestion des stocks halieutiques à l'échelle régionale. Car la France siège dans différentes commissions thonières, dont la WCPFC, l'organisation régionale qui fixe les règles et les quotas. Il y a des enjeux très importants qui vont arriver et on espère avoir le soutien de la France pour justement nous aider à garder des quotas de pêche au niveau du thon blanc assez conséquents qui nous permettraient de ne pas stopper net nos activités. Mais les intentions de réduction des quotas seraient de l'ordre de 20%. Pour la Polynésie, l'enjeu économique est grand. Une telle baisse entraînerait un recul des volumes débarqués, avec un impact certain sur toute la chaîne, jusque dans l'assiette du consommateur. Les quotas aujourd'hui, en fait, ça se négocie dans des ORGP, les organisations régionales de gestion des pêches, et c'est notamment la France qui a le droit de vote et le droit de veto. La Polynésie française, elle est participante, elle peut contribuer au débat, mais elle ne peut pas voter. Et aujourd'hui, on est dans une année charnière où c'est hyper important d'avoir ce soutien de l'État pour défendre les intérêts de la Polynésie. Les professionnels espèrent notamment obtenir une adaptation des quotas aux particularités de la Polynésie et comptent sur l'accompagnement stratégique de l'État devant l'appétit des grandes puissances que sont les États-Unis et la Chine. Et nous recevons sans tarder Catherine Chabot, ministre déléguée de la mer et de la pêche. Yaorana. Yaorana. Alors on vient de le voir, ce risque de baisse des quotas de pêche imposés à la Polynésie française inquiète. Comment est-ce que l'État peut venir aider la filière ? Alors moi, je comprends complètement l'inquiétude des pêcheurs polynésiens qui pratiquent une pêche vraiment responsable. Ici, c'est à la palangre, c'est pas à la Seine. Et versus d'autres pratiques à l'échelle du Pacifique qui sont probablement moins vertueuses. Alors là, effectivement, les pêcheurs sont inquiets parce qu'il y a une négociation qui a démarré, mais elle n'est pas terminée. Et je peux vous dire que à la fois le pays, enfin, les administrations, États et pays, dont j'ai pu observer la grande efficacité commune, vraiment une formidable coopération, on va être mobilisés pour la négociation qui aura lieu à la fin de l'année. Je peux vous dire qu'on ne va pas laisser tomber les pêcheurs polynésiens. Il y a un véritable enjeu aussi. Je pense qu'il y a autre chose ici qui n'est pas évoqué dans votre reportage. Ils demandent aussi à pouvoir exporter leurs poissons dans l'Union européenne. C'est un autre sujet sur lequel je souhaite aussi mobiliser la Commission européenne, faire reconnaître aussi les
les PTOM à l'échelle européenne. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu. Je trouve que la pêche polynésienne fait partie de la marque de fabrique de l'économie bleue en Outre-mer et j'ai vraiment l'intention de la soutenir. Justement, concernant l'intégration au marché européen de la Polynésie française, quel levier est-ce que vous pourriez activer pour faciliter cet accès ? En fait, il y a un sujet un peu plus global qui est de faire reconnaître la place justement des PTOM à l'échelle de l'Union européenne. Nous avons une opportunité qui est la mise en œuvre du pacte européen pour l'océan, un Ocean Act, qui est un sujet sur lequel je me suis beaucoup mobilisée. Et dès mon retour, je vais écrire au commissaire Kostas Kadis, que je rencontre assez régulièrement dans le Conseil pêche, et je lui parlerai. Alors, on l'a déjà emmené en Outre-mer, notamment à La Réunion, et je pense qu'il a pris la mesure des spécificités. Et là, on va vraiment insister pour essayer de regarder comment on peut faciliter cette exportation vers l'Union européenne. Autre sujet qui fâche un peu les professionnels de la pêche hauturière, l'extension des aires marines protégées en Polynésie française. Est-ce que vous comprenez leurs inquiétudes ? Alors, il s'agit d'un sujet qui est de compétence du pays et d'ailleurs je me félicite que le président ait annoncé vraiment que la Polynésie française crée des aires marines protégées. Après, je peux aussi entendre l'inquiétude des pêcheurs parce que la création d'aires marines protégées, ça suit un processus qui est un peu long normalement. Il faut d'abord regarder ce qu'on doit protéger. Donc, il faut d'abord faire passer la recherche, les scientifiques, identifier ce qui doit être protégé avant de définir une zone. C'est pas un coup de crayon qu'on met sur une carte. La deuxième chose, c'est que ça se co-construit. Les aires marines protégées, l'objectif, ce sont avant tout des aires marines co-gérées. Et du reste, c'est vraiment un modèle qui existe en Polynésie. Donc, ce que l'on connaît en Polynésie avec les Raouis, qui est vraiment un modèle de co-gestion à l'échelle du lagon, eh bien, il faut arriver à l'exporter sur toute la ZEE polynésienne et respecter, on va dire, le process de création de ces aires marines protégées pour éviter aussi les transferts d'impact possibles et que tout le monde s'y retrouve. Vous parliez tantôt de recherche, durant votre visite, vous parliez de 300 millions de francs CFP qui seraient investis dans la recherche, notamment pour les fonds marins. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce projet-là de financement ? Oui, c'est une annonce que j'ai pu faire au président dès mon arrivée. En fin de compte, c'est la création d'une chaire internationale sur les grands fonds marins. Il va y avoir la création d'un poste d'un chercheur de haut niveau, des doctorants, etc. L'objectif est de mieux connaître les grands fonds marins de la Polynésie française. C'est un vaste programme qui est issu d'un projet qui est né à Nice à l'occasion de l'UNOC l'année dernière, cette conférence des Nations Unies pour l'océan, qui est un projet d'exploration de l'océan à l'échelle de la planète, qui s'appelle projet Neptune. Et donc, on va pouvoir installer en Polynésie française un centre d'expertise sur les grands fonds marins et aller regarder. Vous savez qu'il y a à la fois le Pacifique, vous avez des failles avec des sources hydrothermiques, vous avez aussi des monts sous-marins qui sont de vastes espaces sous-marins qui sont riches de biodiversité. Et en fait, si on veut construire notre avenir avec la mer, il faut d'abord mieux la connaître, j'insiste. Donc, construire ici cette chaire en partenariat avec le pays, puisque le pays lui-même met aussi un budget, ça va être un véritable projet de coopération formidable. Juste de la recherche, pas encore d'exploitation en vue. Ah, vous savez, vous connaissez la position à la fois du président, voilà, mais aussi on est totalement aligné, l'État français, et pour la pose de précaution, il faut d'abord connaître avant de savoir quels seraient les impacts possibles un jour si on devait exploiter sur les écosystèmes marins, de ces grandes profondeurs dont on découvre quand on explore la formidable richesse. Et voilà, donc je pense qu'il faut d'abord, bien évidemment, pour l'instant, suivre cette pause de précaution. Un mot que beaucoup de vos interlocuteurs ont retenu pendant votre visite, l'inspiration. Vous êtes venu chercher l'inspiration pour votre feuille de route. Quelles idées vous allez ramener dans vos valises en rentrant ? D'abord, vous avez parlé de ma feuille de route. Alors, c'est une feuille de route que nous avons construite avec ma collègue Naïma Moutchou, qui est la ministre de l'Outre-mer, qui est pilotée
par un Polynésien, le sénateur Tevaro Fritsch, un ancien ministre de l'économie bleue. L'objectif à l'échelle des Outre-mer français est d'arriver à tourner véritablement les populations beaucoup plus vers la mer et regarder comment leur dimension maritime peut nourrir l'économie, comment elles peuvent développer une économie maritime. La Polynésie française, et c'est pour ça que nous avons choisi la Polynésie française comme première étape, est formidablement inspirante parce que ce peuple, vous êtes tourné vers la mer. Je peux vous dire, moi qui ai participé à toutes les grandes conférences internationales sur l'océan, ça fait des années que je vois la Polynésie française présente. Et la navigatrice que je suis est intriguée depuis longtemps de comprendre qu'est-ce qui fait ce lien si étroit et si précieux des Polynésiens avec la mer. L'inspiration, je l'ai en grande partie trouvée, mais je resterai plus longtemps, je pense que je découvrirai encore d'autres choses. Pour nourrir cette feuille de route sur l'économie bleue, c'est les Raouis que j'évoquais tout à l'heure. C'est aussi la Polynésie française est la première à avoir développé des solutions d'énergie marine avec la mer. C'est le fameux SWAC, système de climatisation qui va chercher, capter l'eau froide en profondeur, etc. J'ai eu la chance de visiter la station de SWAC qui permet à l'hôpital, ici, d'être réfrigéré. Et la prochaine étape, il y a 3 systèmes de SWAC en Polynésie. Et ça fait longtemps que je pousse pour qu'on développe aussi cette énergie thermique des mers. Et j'espère, je sens beaucoup d'appétence là-dessus. L'inspiration, c'est aussi un armateur ce matin qui m'a parlé de son projet de navire décarboné pour le transport de fret entre les îles. Vous imaginez l'enjeu que vous avez sur ce territoire, vous le savez mieux que moi, de transport de fret et de passagers à l'échelle d'un espace qui fait 5 millions de kilomètres carrés. Donc on a des chances de vous revoir très bientôt. Merci beaucoup, Madame la ministre, pour votre visite. Merci à vous. Direction Raiatea, où les tensions ont laissé place au dialogue apaisé entre les plaisanciers et les habitants de Uturoa. En présence du maire, les parties ont partagé leurs inquiétudes et leurs attentes pour une meilleure cohabitation. Le compte-rendu de cette rencontre avec Jessica Doucet. Après plusieurs mois d'incompréhension et de tension, des échanges apaisés ont enfin pu avoir lieu. Au cœur des discussions, un message porté par les riverains. Ils ne s'opposent pas à la présence des voiliers, mais demandent avant tout que la réglementation soit respectée. Zone de mouillage, durée de stationnement, respect du voisinage. Pour eux, une cohabitation est possible à condition que chacun respecte les règles. On peut imaginer une cohabitation entre les voiliers et vous? On peut si tout le monde est d'accord. Nous, on est là pour accueillir. Si on accueille et on n'est pas respecté, c'est encore à nous de s'adapter et nous, on dit non. C'est à eux de s'adapter à nous, à s'adapter aux règles pour le bon déroulement. Un appel entendu par les propriétaires de voiliers. Eux aussi se disent satisfaits de cette première rencontre et assurent vouloir construire une relation apaisée avec les habitants. Je pense qu'il y a des points de vue de base et qui peuvent être culturels, qui sont différents. Les gens qui pensent qu'il est normal de résider sur l'eau et d'autres personnes qui pensent qu'il est anormal de résider sur l'eau. Et donc ça fait des points de vue qui sont très opposés. Mais en tout cas, à la fin de cette réunion, c'est positif parce qu'il y a une volonté de réussite. Autre sujet abordé, la localisation de la zone de mouillage. Les riverains souhaitent son déplacement, estimant qu'elle empiète aujourd'hui sur un espace traditionnellement utilisé par les habitants et se situe trop près de certaines propriétés. Une demande soutenue par le maire qui propose que les deux parties adressent ensemble un courrier aux autorités compétentes. J'ai demandé à toutes les parties de faire un courrier pour que ce soit écrit et comme ça on sait sur quoi se baser et on sait comment on va avancer dans l'avenir. C'est très positif et on essaie d'arranger les choses pour pouvoir gérer quelque chose qui sera pérenne dans l'avenir et en même temps que tout le monde y gagne. Un premier pas vers une cohabitation plus sereine. Les discussions doivent désormais se poursuivre avec un nouveau dossier sur la table, celui des épaves qui reste à régler.
Nous restons à Raiatea où ce matin la réunion du conseil municipal de Toumara a été avortée. Le maire et la nouvelle majorité poursuivent leur bras de fer pour savoir qui aura le dernier mot. Les détails avec Ronnie Moufat. À peine 5 minutes après l'ouverture du conseil municipal de Toumara, la nouvelle majorité se lève et quitte la salle. À l'extérieur, la tension monte rapidement. Les sympathisants des deux camps se retrouvent face à face. Les échanges deviennent de plus en plus vifs. Après plusieurs minutes d'interruption, la séance reprend. Mais 15 minutes plus tard, nouveau coup de théâtre, les élus de la nouvelle majorité quittent à nouveau le conseil municipal. Nous avons constaté qu'il manquait des délibérations, que la majorité a fait la demande depuis le 5 juin. Ils nous ont mis qu'un tiers des délibres. Donc nous, on a demandé, la majorité a demandé à rajouter ces délibres-là pour cette séance. Le maire a refusé, avec le Tawana, le maire délégué de TV3, qui n'a rien à voir. Normalement, c'est le maire qui décide. Effectivement, ça a tourné assez court parce que l'opposition a voulu changer l'ordre du jour que j'ai inscrit pour débattre ce matin dans plusieurs dossiers urgents. J'ai refusé le desiderata. Donc mécontents, ils se sont levés d'un élan et ils sont tous sortis. Faute de quorum, la séance ne peut pas se poursuivre. Le conseil municipal est donc reporté à vendredi dans 3 jours. Reste à savoir si le quorum sera cette fois atteint et si le conseil pourra se dérouler jusqu'à son terme. Et suite à un retard administratif, le prochain conseil municipal ne se tiendra finalement pas vendredi, mais samedi. Soulagement hier soir pour la compagnie Air Tahiti qui a signé avec le président de la Polynésie la prolongation d'1 an de la délégation de services publics, synonyme de garantie de dessert de 34 destinations, dont une majorité déficitaire. Les professionnels du tourisme se réjouissent de cette prolongation, mais pour eux, 1 an, ce n'est pas suffisant. Thomas Chabrol et Méré Teato. Les réservations sur les vols inter-îles d'Air Tahiti sont désormais ouvertes pour les 12 prochains mois. La prorogation de la délégation de service public de la compagnie a été signée hier soir, mettant fin à plusieurs semaines d'incertitude. Une décision très attendue par les professionnels du tourisme. En mars dernier, leur mobilisation avait déjà permis la réouverture des ventes des billets pour les seuls mois de juillet et août. Cette fois, c'est une visibilité d'1 an qui leur est accordée. Même si c'est un soulagement, les professionnels émettent des réserves. C'est une satisfaction, je vais dire, en demi-teinte. Donc si on a décidé de mettre en place le tourisme dans nos îles pour nos populations, nos pêcheurs, nos agriculteurs, nos artisans, nos bien sûr chefs d'entreprise accueillants, eh bien mettons ce qu'il faut pour qu'ils puissent voir loin pour leur avenir, pour leur business qu'ils ont investi. Dans les îles, les réservations se font très longtemps en avance. Les agences de voyage, les tours opérateurs et la clientèle internationale programment parfois leur séjour 1 ou 2 ans en amont. Parce que l'année prochaine, si on refait la même chose, on attend à la toute dernière minute. Et nous, nos réservations, c'est 1 an à 2 ans avant. C'est surtout au niveau de la visibilité. À Mangareva, les pensions de famille regrettent ce manque de visibilité, notamment à l'approche de la 7e édition du Trail des Gambiers, prévue au mois de septembre. Les vols n'ouvriront à la vente que demain. 2 vols avant, ils vont devoir se contenter les vols à la dernière minute et se battre. C'est ça le problème. Ils vont devoir se battre pour avoir les premières places et surtout les premières places aussi bien qu'à l'avion que les pensions de famille. Mais au-delà de la seule DSP, c'est l'organisation de la desserte aérienne que les acteurs du tourisme souhaitent voir évoluer. Une propriétaire de pension de famille qui m'a appelé cette semaine dernière pour me dire « Je cherche quelqu'un qui louerait ma pension. Je vais la mettre en location. » Là, 1 vol par semaine, elle quitte. C'est malheureux. Cette prorogation d'1 an doit permettre de finaliser la mise en concurrence des futurs délégataires sur la base du schéma directeur du transport aérien interinsulaire. Et puis, en bref, de nombreux Polynésiens ont appris ce matin par le biais du quotidien Var Matin la suspicion d'assassinat d'un légionnaire du Fénois à Toulon. Il avait disparu depuis plusieurs années. 2 personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire. Les détails sur notre site TNTV News.
À partir de demain, l'usage des cigarettes électroniques sera plus sévèrement encadré. La direction de la santé impose de nouvelles règles pour la vente de cigarettes électroniques et des produits qui permettent leur usage. L'objectif est de les rendre moins attractives et addictives, notamment auprès des jeunes. Les détails avec Oriano Tefau et Joyana Martinez. Selon les dernières données sanitaires, 66% des jeunes ont déjà fumé avant l'âge de 14 ans. Plus de 30% des adultes consomment du tabac en Polynésie française d'après les résultats de l'enquête STEPS Fénois 2025. Des chiffres qui préoccupent les autorités sanitaires et qui motivent le renforcement de la réglementation sur le tabac et le vapotage. C'est vraiment de pouvoir mieux protéger les jeunes générations, de pouvoir diminuer l'exposition au tabac, mais également aux produits du vapotage, d'autant plus qu'on sait que maintenant, nos jeunes sont exposés de plus en plus tôt au vapotage. Dès demain, les puffs, les cigarettes électroniques à usage unique seront interdites et les arômes fortement encadrés afin de limiter les produits jugés trop attractifs. Seuls seront autorisés les arômes de fruits uniques. C'est afin de permettre de supprimer tous les arômes un peu fun, type bubblegum, piña colada, qui pouvaient attirer les jeunes. À partir de demain aussi, les magasins dont ce n'est pas l'activité principale de vente des produits du tabac et du vapotage devront arrêter d'exposer ces produits-là à la vente. Il y aura des dérogations possibles pour les magasins dont c'est l'activité principale, qui eux pourront exposer à la vente à condition d'interdire le magasin aux mineurs et de masquer toutes leurs vitrines pour que rien ne soit visible de l'extérieur. Les autorités alertent sur l'usage croissant du vapotage chez les jeunes et le risque d'addiction associé à une consommation précoce. Enfin, les dispositifs d'accompagnement au sevrage sont renforcés. Au CPSA, on fait des permanences scolaires dans une quinzaine d'établissements sur Tahiti et dans les îles. Et c'est très souvent un motif de demande dans l'arrêt du vapotage parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils sont accros. L'enquête et les données préliminaires de l'enquête STEPS Fénois 2025 montraient que près de 48% des interrogés voulaient être accompagnés au sevrage. Donc c'est vraiment quelque part une aubaine pour nous. On peut les accompagner, ils veulent être accompagnés. Et maintenant, les substituts nicotiniques vont être remboursés, donc ça sera encore plus facile. La réforme entre en vigueur demain. D'autres mesures sont prévues d'ici 2027. Depuis dimanche, plus de 3000 cadres et fidèles de l'église protestante Maori sont réunis à la pointe Tehoro à Mateia pour se souvenir du premier tir nucléaire à Moruroa le 2 juillet 1966. L'église protestante en Polynésie a été un des premiers farouches opposants aux essais nucléaires français à Moruroa et Whangataufa. Plusieurs actions ont été envisagées, comme nous le détaillent Laure Philibert et Vaitiari Nauta. C'est le rendez-vous de tous les protestants du Fénois. Le Tuthei 2026 a débuté dimanche sur le site de Tehoro. Un temps de partage et de fraternité dont la date coïncide volontairement avec le 60e anniversaire du tir Aldébaran. On ne commémore pas la première bombe. On ne commémore pas. On se rappelle du début du bouleversement et des effets qui ont les conséquences de ce premier bombe. On se rassemble pour lutter contre toutes ces conséquences, non seulement nucléaires, comme vous avez entendu ce matin, l'ICE, et autres, le suicide et tous les maux que notre peuple aujourd'hui en subisse. Et la question qu'on se pose, où est l'État et où est le pays ? Après une course relais hier, c'est avec la Fédération de lutte contre les drogues et la toxicomanie qu'avait rendez-vous le public ce matin. Car si l'église protestante Maori tient à enseigner l'histoire du Fénois aux centaines de jeunes présents, il les invite aussi à réfléchir sur la société contemporaine. Le fait que les protestants et tout aujourd'hui aient fait cette présentation-là en notre compagnie, nous, la jeunesse, c'est vraiment très important pour que l'on puisse avoir conscience des faits que cette drogue peut nous procurer. Nous avons vécu une tragique histoire selon du nucléaire. Et plus de 60 ans, nous voulons nous lever, lutter contre ce fléau qui nous tue en ce moment. Jeudi, une marche symbolique sera organisée dans la commune par les responsables de l'église protestante Maori pour rappeler les conséquences des essais nucléaires. Rien n'a bougé, bien que les lois ont bougé, mais au niveau d'indemniser nos victimes et les ayants droit, rien n'a bougé. Le Tuthei 2026 s'achèvera ce jeudi en fin de journée.
Nous sommes arrivés au terme de ce journal. Après la météo, retrouvez votre émission Atura, puis 2 épisodes de votre série MacGyver. Je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.